Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième séminaire de notre cinquième série de séminaires chez Climact dédié à l'adaptation et à l'atténuation des changements climatiques. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une session à saveur politico-juridique super intéressante avec nos deux intervenantes. Je m'appelle Charmy Lino, je suis responsable de projet chez Climact et je vais être l'animatrice aujourd'hui de cette séance. On va démarrer avec une présentation de Véronique Boilet pendant une quinzaine, vingtaine de minutes comme ça, puis on va avoir un échange avec elle puis toute l'audience. On va poursuivre avec Raphaël Main qui va faire également une présentation et on va avoir une deuxième session de questions-réponses. Et la séance se terminera vers environ 1h15. Donc, on espère avoir bien le temps de discuter avec vous en plus des présentations. On laisse beaucoup de temps à ça, c'est important pour nous. Comme vous voyez, la séance se déroule en français, mais les questions en anglais sont également les bienvenues et au besoin, je me ferai un plaisir de traduire. En ce qui concerne les questions, vous pouvez à tout moment écrire dans le chat vos questions. On pourra les lire les moments venus. Ou vous pouvez aussi, lorsqu'il y aura les questions-réponses, lever votre main digitale et qu'on puisse vous laisser la parole pour que vous puissiez intervenir. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter notre première intervenante, Véronique Boilet, qui est professeure associée de droit constitutionnel à l'UNIL depuis 2017. Elle a obtenu une licence en droit en 2004, un LLM à la Humboldt Universität de Berlin en 2005 et a obtenu son brevet d'avocate en 2011. Elle est actuellement coprésidente de la plateforme en études genre de l'UNIL, membre du Centre de compétences en durabilité de l'UNIL également, du pôle facultaire environnement et climat de sa faculté, ainsi que l'association Avocats-Avocates pour le climat. Véronique Boilet, je vais arrêter de partager mon écran et te laisser la parole. Alors, bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez annoncé, je vais effectivement revenir là plutôt sur les aspects juridiques. Je laisserai donc mon collègue traiter des conséquences politiques. Donc, petit rappel, je pense que vous avez tous et toutes suivi le fait que la Suisse a été condamnée donc par la Cour européenne des droits de l'homme dans cette affaire Climat Seniorinnen ou les aînés pour le climat contre la Suisse le 9 avril dernier. Le même jour, la Cour a rendu deux autres décisions, en l'occurrence d'irrecevabilité. Mais ces trois affaires ont été traitées ensemble parce que la Cour justement avait des éléments à nous donner sur par le biais de ces trois affaires pour qu'on ait le plus d'informations possible sur le lien entre les droits humains et le climat. Donc ces trois affaires ont précisément été traitées ensemble par la Cour et on peut en déduire un certain nombre de conséquences pour la suite et sur notre perception du lien entre les droits humains et le climat. Donc là, j'ai un petit peu résumé les conclusions que la Cour a eues dans ces trois arrêts. Elle nous a déjà informé sur le fait qu'elle considère que la crise climatique joue un rôle vraiment particulier et qu'il faut traiter spécifiquement cette crise climatique au regard des droits humains. Elle a refusé de reconnaître la juridiction extraterritoriale des États en matière climatique, mais elle a pris en considération ce que les aînés ont qualifié d'émissions induites, donc liées aux importations. Elle a refusé de dispenser les requérants de l'épuisement des voies de recours internes, donc pas possible de s'adresser directement à la Cour, il faut passer par les juridictions nationales. Elle a refusé de reconnaître à une commune la qualité pour recourir. S'agissant des victimes individuelles, donc en l'occurrence des aînés pour le climat, elle n'a pas reconnu leur qualité de victime. Elle a considéré par contre que pour les prochaines affaires, il faut réussir à démontrer une exposition j'arrive pas à lire parce que j'ai les petites images, une exposition intense aux effets de la crise climatique impliquant un besoin impérieux de protection. Et par rapport aux associations, là, la Cour a réduit ses exigences. Elle a considéré que les associations doivent avoir la qualité pour recourir s'agissant des litiges relatifs à la crise climatique. Plus particulièrement, s'agissant du fond,
la Cour a considéré que l'article 8 de la Convention garantit le droit pour les individus à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes graves du changement climatique sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie, et que du coup les États ont une obligation d'adopter des mesures en temps utile et de manière appropriée et cohérente en vue d'une réduction importante et progressive de ces niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, au fin d'atteindre la neutralité nette, en principe, au cours des 3 prochaines décennies. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique selon la Cour? Ça implique une obligation pour les États d'adopter des mesures de réduction des gaz à effet de serre en définissant leur budget carbone restant, en fixant des étapes intermédiaires et également en fournissant des informations donc à la population relatives à ce cadre normatif donc de budget et d'étapes. Et que parallèlement, il appartient aux États de prévoir des mesures d'adaptation pour respecter les différentes garanties de la Convention. Donc voilà pour les conclusions de l'arrêt. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer, comment la Suisse va mettre en œuvre cet arrêt. Alors, vous savez probablement tous et toutes qu'on a eu des réactions politiques très sévère par rapport à cette condamnation. Je pense que Raphaël va nous en parler plus précisément, donc je vais pas revenir sur ces réactions. La question qui se pose maintenant, c'est comment on traite cet arrêt. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la Cour a constaté une violation de la Convention, l'État défendeur, donc en l'occurrence ici la Suisse, a une obligation juridique de mettre un terme aux violations et d'en effacer les conséquences. Et à défaut, l'État engage sa responsabilité. Donc ça veut dire ici qu'on est face à un arrêt qui est très général. Donc par comparaison, on pourrait imaginer d'autres arrêts où la Suisse serait condamnée face à un cas très particulier, où on a une personne qui est en prison et le fait de la maintenir en prison, ça viole ses droits fondamentaux. Pour répondre à cet arrêt, il suffit de libérer cette personne. Là, on est face à une situation beaucoup plus complexe dans la mesure où on a vraiment des mesures très générales qui sont attendues de la Suisse. Et face à un arrêt de ce type-là, on a beaucoup de possibilités à disposition des États pour y répondre. Ça peut être modifier une pratique administrative, modifier une jurisprudence donc des tribunaux, modifier des législations ou prendre n'importe quelle autre mesure générale pour répondre aux critiques qui sont contenues dans l'arrêt. On a une expérience suisse, je ne vais pas du tout revenir en détail sur tous ces arrêts, mais ce n'est pas du tout la première fois que la Suisse est condamnée à adopter des mesures aussi générales, où il faut modifier une loi, modifier une jurisprudence. Là, je vous ai mis quelques exemples et on voit que la Suisse, normalement, prend en considération les arrêts et adapte du coup sa pratique pour répondre aux condamnations avec en principe un laps de temps qui est quand même souvent assez correct. Il y a quelques exemples, notamment le dernier que j'ai mis sur la liste où là on a dû attendre vraiment beaucoup de temps jusqu'à ce que la Suisse arrive à se conformer, notamment parce que la procédure législative a mis énormément de temps. Mais en principe, la Cour, lorsqu'elle condamne la Suisse y répond par une modification de son ordre juridique pour s'adapter. Une fois que la condamnation a eu lieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité compétente pour suivre ce processus de mise en œuvre, c'est le comité des ministres. Et j'ai appelé ça un comité mixte parce qu'il y a non seulement en fait un aspect très politique qui est donc composé par les États membres, mais il y a aussi un secrétariat général qui lui est composé de juristes, et du coup on va allier des aspects formels et techniques à des aspects politiques. Et par ce biais-là, on arrive en principe à une réponse des États qui est assez bonne en fait par comparaison avec les autres organes régionaux de protection des droits humains. Et là, alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, maintenant que la Suisse a été condamnée, elle va devoir s'adresser au comité des ministres pour soumettre un plan d'action. Donc, elle a un délai au 9 octobre pour rendre son plan d'action. Et ensuite, on a une procédure de contrôle qui est en cours, qui s'appelle la surveillance. En l'occurrence, ici, il y a une surveillance soutenue qui va être
qui va être mise en place. Et dans le cadre de ce processus, les requérants, leurs avocats et les ONG ont encore la possibilité de faire part de constatations, et Greenpeace, en l'occurrence, a déjà annoncé son intention de suivre de près cette procédure et de faire part de ses éventuelles critiques au comité des ministres. Là, je vous ai mis en très rapide ce qui peut se passer en cas de refus ou de difficulté de mise en œuvre. Il peut y avoir des problèmes d'interprétation, il peut y avoir vraiment un véritable refus avec une procédure en manquement, mais ces procédures formelles n'ont en pratique jamais eu lieu. Donc, lorsqu'un État refuse de coopérer, finalement, c'est essentiellement des résolutions intérimaires qui vont être émises par le comité des ministres. Donc, c'est une sorte de communication qui se met en place entre les États et le comité des ministres. Une procédure en manquement vraiment pour refus de mettre en œuvre. On n'en a eu que deux, une contre l'Azerbaïdjan et une autre contre la Turquie, mais c'était à chaque fois vraiment des refus de libérer des prisonniers. Donc, ça n'a pas du tout de correspondance avec ce qui va se passer avec la Suisse. Donc, a priori, il y a peu il n'y a pas de précédent, en tout cas, s'agissant d'un refus de coopérer. Et la question maintenant qui se pose, c'est, une fois qu'on a vu comment ça se passe au niveau international avec le comité des ministres, c'est finalement comment la Suisse va réussir à mettre en œuvre cet arrêt. Et là, alors je ne vais pas empiéter sur les plates-bandes de Raphaël, mais on a vu que la Suisse a déjà plutôt laisser sous-entendre qu'elle ne pensait pas vraiment adopter un cadre normatif très différent de ce qui existe actuellement. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on pouvait quand même s'interroger un tout petit peu plus précisément sur les mesures qu'on peut envisager. Donc, il y a deux articles qui ont été considérés comme étant violés par la Cour. Tout d'abord, l'article 6, s'agissant de questions procédurales. Alors là, le Conseil fédéral nous a dit qu'il s'oppose à l'extension du droit de recours des associations en ce qui concerne les questions climatiques, mais il estime néanmoins judicieux de transmettre un mandat au DFJP d'élaborer un rapport à l'attention du Conseil fédéral justement concernant l'impact de cet arrêt sur les questions procédurales. Donc bon, il y a un refus, mais néanmoins un mandat. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, l'arrêt, il nous dit que les associations doivent avoir un droit de recours. Donc, même finalement, si le Conseil fédéral est pas très motivé à mettre en œuvre les constatations de la Cour, on peut imaginer ici que finalement, les autorités qui seront les premières à trancher, ça sera les tribunaux. Et là, les tribunaux, c'est quand même très probable que s'ils sont confrontés à un cas de figure qui correspond à celui de l'affaire des aînés, qu'ils vont trancher de façon conforme à la jurisprudence de la Cour. Donc finalement, du fait de la séparation des pouvoirs, les juges, a priori, vont se sentir contraints de mettre en œuvre l'arrêt et donc d'accepter de reconnaître la qualité pour recourir des associations. Donc là, on peut imaginer finalement que l'impact puisse être néanmoins réussi, qu'il puisse y avoir un impact sans que finalement le Conseil fédéral n'intervienne. S'agissant de l'article 8, donc, qui constate que le cadre normatif suisse est lacunaire, là, la Cour nous donne des précisions quand même assez intéressantes dans son paragraphe justement 550 de l'arrêt, où elle nous dit, alors je ne vais pas vous lire tout le paragraphe, mais elle nous dit justement qu'il faut adopter... qu'il faut atteindre la neutralité carbone, grâce notamment à l'adoption d'un budget carbone avec des objectifs et trajectoires intermédiaires, avec des informations qui démontrent justement que ces objectifs vont pouvoir être atteints, qu'il faut actualiser les objectifs sur la base des meilleures données disponibles. Et donc, sur cette base-là, on a quand même un certain nombre d'indications. Et là aussi, donc, le Conseil fédéral a considéré qu'on avait tous les éléments qui étaient déjà présents dans notre ordre juridique. Il a notamment considéré que la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat était déjà suffisante, alors même que la Cour prend déjà en considération cette loi dans son arrêt. Il a encore évoqué que la révision de la loi sur le CO2 qui a été adoptée juste avant l'arrêt, donc qui n'a pas été prise en considération
permet aussi de répondre. Et donc que finalement, on n'a absolument rien besoin de faire. Or, en fait, en constatant les conclusions de la Cour, on se rend compte que certes, on a maintenant un cadre normatif, mais alors déjà qui n'est pas du tout suffisant dans la mesure où il va devoir être mis en œuvre, notamment la loi fédérale sur les objectifs. En matière de protection du climat, il faudra en fait la concrétiser. On avait tous compris que c'est une loi cadre, donc il faut des ordonnances de mise en œuvre de cette loi. Et puis, en fait, au-delà de ça, ce cadre qui est vraiment très limité aux questions climatiques, il est très probablement pas suffisant au regard de l'arrêt, dans la mesure où justement, alors là, j'ai un collègue qui s'est amusé un petit peu aussi à réfléchir à d'autres lois qui seraient impactées. Il a notamment relevé, donc Alexandre Flukiger dans un article qui vient de sortir, il a notamment relevé qu'on peut déjà se demander si les règles en matière de commerce international, elles peuvent être maintenues telles qu'elles sont actuellement dans notre ordre juridique du fait que dans l'arrêt, on prend en considération justement ces émissions induites ou indirectes qui résultent de l'importation des biens et qui du coup devraient également être remises en question. Il a aussi listé un petit peu tous les domaines dans lesquels on peut imaginer devoir prendre des mesures supplémentaires, que ce soit en matière d'énergie, d'agriculture, de transport, et donc toutes ces lois-là doivent aussi être repensées. Donc là, ça me permet peut-être juste d'interroger un tout petit peu les dernières annonces du Conseil fédéral s'agissant des baisses de subventions en matière de transports publics régionaux ou en matière de trains de nuit. Est-ce que ces décisions sont vraiment compatibles avec l'arrêt? J'en doute. Et puis surtout, on n'a encore aucune indication des politiques cantonales, parce que ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que quand on a un arrêt comme ça qui condamne la Suisse, c'est clair que le premier destinataire, c'est la Suisse, c'est en l'occurrence le Conseil fédéral qui réagit en premier lieu à l'arrêt, mais en fait, ensuite, toutes les autorités sont liées, c'est-à-dire qu'on a au niveau fédéral, le Parlement, le Conseil fédéral et les autorités judiciaires qui sont liées par l'arrêt, et au niveau cantonal, pareil. Donc ça veut dire aussi qu'en matière de politique cantonale, on peut aussi tout à fait considérer que les cantons vont devoir aussi mettre en œuvre cet arrêt. Là, j'ai pris un exemple qui est lié à une étude qui vient de sortir sur l'évaluation de la politique climatique et énergétique cantonale avec des comparaisons entre les 26 cantons qui est vraiment très intéressante et qui nous rappelle que les cantons justement sont compétents s'agissant de différents domaines, notamment sur les questions liées à la rénovation des bâtiments, et que là aussi les politiques publiques devront et doivent finalement prendre en considération cet arrêt pour permettre de fixer des objectifs. Donc si on a, c'est clair, ce cadre qui vise en premier lieu la Suisse, au niveau des mesures, on va devoir les décliner aussi au niveau cantonal. Donc on ne peut pas se limiter, le Conseil fédéral ne peut pas se limiter à répondre qu'on a déjà 2 lois, notamment une loi cadre qui va répondre à ces critiques. Donc voilà, pour rester dans le timing, je m'arrête et je suis bien sûr à disposition ensuite pour discuter avec vous. Alors, Raphaël Mahé est licencié en droit de l'Université de Lausanne en 2006. Il est avocat et conseiller national vert depuis février 2022. Après 15 ans comme député au Grand Conseil vaudois, il est désormais élu au Conseil national. Il est également avocat à l'étude R et associé depuis 2015 et il fait partie des avocats des années pour le climat. Je vous laisse la parole, Raphaël. Il y aura quelques recoupements, disais-je à l'instant, parce qu'évidemment, c'est difficile dans une affaire de ce type-là de faire une pure séparation entre les conséquences juridiques et les conséquences politiques de l'arrêt, dans la mesure où ces conséquences juridiques que vous a décrites Véronique Boyer sont aussi politiques. La manière de les mettre en œuvre, rien n'est totalement étanche entre le politique et le juridique. Et puis évidemment, vu ma casquette qui vous a été rappelée de l'un des avocats des aînés dans cette affaire, forcément, certaines de mes explications toucheront aussi au juridique ou à cette discussion juridico-politique qui a lieu maintenant en Suisse et qui va nous occuper encore pendant un certain temps, j'en suis convaincu. Donc, pardonnez les répétitions, j'espère que ce sera complémentaire et que ça permettra d'animer une discussion ensuite.
Juste pour rappel, Véronique l'a fait, mais je remets ici ce qu'on peut peut-être considérer comme les enseignements principaux de l'arrêt, qui sont des enseignements évidemment à portée juridique, mais qui sont aussi dans des enseignements politiques, dans la mesure où ça aura une conséquence sur les politiques climatiques des États. Et ça me permet peut-être de faire une remarque fondamentale à ce stade. On se heurte, et il n'y a pas besoin d'être très pointu dans ces domaines-là pour le voir. On se heurte en Suisse à une énorme résistance suite à cet arrêt pour plusieurs raisons politiques qu'on pourra discuter. Mais ce que nous, on dit toujours avec les aînés maintenant et avec les avocats, on dit toujours que les conséquences de cet arrêt se déploient bien au-delà de la Suisse. C'est-à-dire que ce que l'on a obtenu par un jugement de la plus haute juridiction européenne qui fait jurisprudence dans tous les États du Conseil de l'Europe, c'est une avancée pour les obligations des États en termes de politique climatique qui, évidemment, va bien au-delà de ce que la Suisse en fera. Si ça vous intéresse, Véronique le fera encore mieux que moi, mais on peut vous expliquer les conséquences juridiques d'un arrêt de ce type-là dans les autres pays. Mais pour faire simple, en gros, c'est considéré dorénavant comme un précédent, c'est-à-dire un arrêt qui est liant pour les tribunaux des autres États du Conseil de l'Europe. Donc, il y a un effet qui est juridiquement contraignant en dehors de la Suisse et même en dehors, donc pour les États du Conseil de l'Europe qui ont donc ratifié la CEDH. Mais en dehors même de ces États-là, c'est évident que cet arrêt fonctionnera comme une source d'inspiration pour des juridictions nationales ou internationales à l'avenir. Ça a posé une espèce de standard politique, on y reviendra, ou évidemment sous la forme d'un arrêt de jurisprudence, mais ça a posé une forme de standard politique et notre plus grand espoir ou notre plus grande satisfaction suite à cette affaire retentissante, c'est que ça fasse des petits, enfin que ça permette de semer des graines partout ailleurs. On sait déjà, par exemple, pour donner un cas concret, une illustration concrète, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez en tête, mais on sait déjà que dans la procédure qui est actuellement en cours devant la Cour internationale de justice. Donc, la Cour internationale de justice, c'est la juridiction onusienne, c'est la fameuse cour à La Haye qui traite, par exemple, de certaines questions en lien avec le conflit Israël-Palestine, qui traite des différends entre les États. Attention, pas sous l'angle pénal, mais sous l'angle du droit international, des différends entre États. Eh bien, actuellement, il y a une procédure pendante devant cette cour pour qu'elle rédige ce qu'on appelle un avis consultatif sur la responsabilité des États en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et je vous cite cet exemple parce que la Cour internationale de justice à La Haye n'a aucun lien juridique immédiat avec la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont deux juridictions totalement différentes qui n'interviennent pas dans les mêmes circonstances, qui ne sont pas fondées sur les mêmes traités, sur les mêmes règles de droit, de procédure. Mais on sait déjà que dans la procédure en cours, cet avis consultatif qui est actuellement rédigé s'inspirera forcément de ce qui a été jugé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a réellement été la première à poser ces différents standards, enfin ces différents principes en matière de responsabilité des États dans la lutte contre le dérèglement climatique. Voilà, donc ce rappel qui est suivi par un rappel que Véronique a déjà fait, je ne m'étends donc pas là-dessus, sur quels articles, donc quels droits fondamentaux, quels droits humains ont été violés par la Suisse. Et c'est de cette violation-là qu'ont été déduites toutes ces règles, toutes ces injonctions pour les politiques climatiques des États dont je viens de vous parler et dont je vous parlerai encore dans les minutes qui viennent. Je m'arrête encore aussi, comme Véronique, sur ce paragraphe 550 du jugement, parce que si vous ne devez retenir qu'une seule chose, et si vous devez discuter avec des chercheurs ou des personnes actives dans le domaine des politiques climatiques de cet arrêt, et en particulier des personnes qui travaillent à l'étranger et qui n'ont donc peut-être pas la connaissance fine de ce qui se passe en Suisse, ça, c'est réellement le paragraphe que vous devez leur mettre sous le nez. Ce fameux benchmark standard ou nouvelle obligation des États en matière climatique, il est là, il figure à ce paragraphe-là. Alors ensuite, la Cour l'a analysé à la lumière de ce que la Suisse faisait de façon incomplète, insuffisante, défaillante. Mais pour les autres États, c'est ça qui est déterminant. Et
au fond, on peut prendre la chose par tous les bouts, mais on en arrive assez rapidement à la conclusion que c'est tout de même un agenda assez fort, assez ambitieux, mais au fond très bien rédigé. La Cour a probablement mis beaucoup de ressources et de réflexion dans cette espèce de synthèse des obligations des États qui figure ici à ce paragraphe 550. C'est assez logique quand on est un peu versé dans ce domaine-là, mais il fallait que quelqu'un le dise et la Cour l'a très bien dit. Voilà ce que les États doivent faire pour s'acquitter de leurs obligations en matière climatique et vous constaterez que ça va, à certains égards, ça va beaucoup plus loin que ce que dit l'accord de Paris, puisque l'accord de Paris, en gros, c'est la logique de contribuer à cet objectif de 1,5 degré de réchauffement. Il a été réactualisé, cet objectif de 1,5 degré maximum de réchauffement. On doit contribuer à cet objectif, mais typiquement, l'accord de Paris ne va pas dire comment on doit le transposer en droit interne dans chaque État. Et dans ce sens-là, l'arrêt de la Cour joue un rôle important pour y voir plus clair à l'avenir. Venons-en maintenant plus précisément à ce que je souhaitais développer. Les suites politiques, vous les avez vues en partie si vous suivez l'actualité suisse. C'est un euphémisme de dire que les réactions ont été violentes. Alors évidemment, vous avez compris, je parle avec une casquette de quelqu'un qui est orienté dans cette affaire. Je n'ai pas la casquette du chercheur ou de l'académicien, mais celle de l'avocat et accessoirement aussi du parlementaire qui a suivi ces débats. Donc, je vous prie de noter que je ne vous parlerai pas de façon neutre et objective de tout ceci. Vous ferez votre propre opinion par vous-même. Par correction, je devais le dire, mais disons, je vous relaterai ce qui s'est passé et ce que vous avez vu, et puis je commenterai en essayant tout de même de garder une certaine distance. Mais on peut dire tout de même que les réactions sont assez exceptionnelles dans leur ampleur, dans leur violence institutionnelle aussi, j'utilise ce terme à dessein, dans la mesure où assez rapidement, après l'arrêt, les institutions suisses, toutes institutions confondues, c'est-à-dire Parlement, les deux chambres du Parlement et le gouvernement, se sont vraiment comportés comme des enfants pris la main dans le pot de confiture et se sont mis à rejeter l'arrêt en bloc. Donc, si vous voulez, intellectuellement et psychologiquement, on peut discuter après juridiquement des détails de l'arrêt, de la mise en œuvre. Véronique l'a déjà un peu fait. Mais la réaction de principe, ça a été une réaction de rejet complet. C'est-à-dire, on estime que la Cour s'est trompée. Et réellement, je le dis en ces termes-là, mais je crois que ce n'est pas exagéré de le dire ainsi. Et puisque moi je dis souvent quand on discute des suites de cet arrêt, c'est tout de même à quel point j'utilisais le terme violent, à quel point c'est violent ou c'est très critiquable du point de vue institutionnel, c'est que faut quand même s'imaginer qu'on vit dans un système où une partie qui perd un procès peut souvent avoir envie de remettre en question le jugement. Nous, comme avocats, ça nous arrive tous les jours d'avoir une partie qui perd un procès et qui se dit « mais il est quand même pas juste ». Nous-mêmes, comme avocats, on trouve l'arrêt critiquable, on trouve que le jugement est peut-être incomplet, il est partiel. Mais si à chaque fois qu'on était dans une situation, la partie qui a perdu son affaire se mettait à dire « ah non, mais écoutez, dans ces circonstances, moi je rejette l'arrêt, je décide de ne pas l'appliquer ou de l'ignorer », on aurait un réel problème institutionnel. Donc, si vous voulez, pour illustrer le fait que c'est quelque chose à mon avis, de très problématique sous l'angle institutionnel, c'est bêtement le fait qu'on s'en prend à la confiance que l'on place dans les institutions, et notamment les institutions judiciaires. Le système démocratique et le système de l'État moderne avec l'État de droit fonctionnent sur la base de l'idée que les tribunaux, on leur confie le pouvoir de contrôler le respect des règles de droit et d'intervenir lorsque certaines règles de droit ne sont pas respectées. C'est ce qui s'est passé avec la CEDH. Et si on en vient à remettre en question cette compétence-là, on attaque aussi assez frontalement la confiance que l'on place dans le système judiciaire. Ce qui, je tiens à le préciser d'emblée, ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer. On peut très bien exprimer un point de vue critique, exprimer une autre opinion,
mais aller aussi loin que ce qu'ont fait les institutions suisses, ça me paraît être franchir une ligne rouge, parce que ça revient pas uniquement à critiquer, à se positionner de façon critique, mais à appeler ou à défendre l'idée qu'on ne doit pas mettre en œuvre un arrêt de justice qui ne nous convient pas. Donc concrètement, ce qui s'est passé, vous l'avez vu là sur cette diapositive, les deux chambres ont adopté une déclaration, c'était la session de juin, appelant à ne pas donner d'autres suites à l'arrêt. C'est une formule que vous avez peut-être entendue. Pourquoi à ne pas donner d'autres suites? C'est parce qu'un des arguments à l'appui, qui était un argument à mon avis un peu spécieux, enfin en tout cas un peu discutable, mais c'était de dire « Ah mais on a déjà donné des suites, si on veut bien, à l'arrêt, parce que entre le rendement le jour du jugement en avril et la session de juin, a été adoptée en vote final par les chambres une révision de la loi sur le CO2 qui faisait partie des points critiqués par la Cour. Mais simplement, ce que les partisans de cette déclaration ont omis de dire, c'est que c'était un seul point de manquement sur une longue liste de critiques. Donc, eux ont utilisé cet argument pour dire, mais vous voyez, entre le jugement et aujourd'hui, il y a eu la révision de la loi sur le CO2. Donc, au fond, on a comblé les lacunes. Donc, on ne doit pas donner d'autres suites que celles qu'on a déjà données. Soit dit en passant, cette suite n'a pas du tout été donnée à l'arrêt de la Cour. Elle était déjà dans un processus parlementaire qui courait depuis de longs mois. Mais c'est le truc rhétorique, si on veut bien, qui a été trouvé pour justifier ces déclarations, mais qui, soit dit en passant, appelait de façon parfaitement claire les institutions suisses, de façon générale, à ne pas en faire plus, donc en gros à ne rien faire. Il y a même eu ce terme « ignorer l'arrêt » qui a été utilisé dans les débats parlementaires. En marge de ces deux déclarations, il y a eu plusieurs motions qui venaient le plus souvent du camp souverainiste, qui ont été déposées pour dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, on est allé très loin dans le débat disons, c'est peut-être le commentaire en passant, ça montre à quel point tout de même parfois le front républicain peut vaciller alors qu'on le croyait acquis. On croyait acquis la Convention européenne des droits de l'homme, dont on fête les 50 ans d'adhésion pour la Suisse dans quelques semaines. Eh bien, 50 ans plus tard, c'est arrivé une autre fois dans l'histoire de la CEDH qu'elle a été attaquée si violemment. Mais là, on a affaire à des attaques en règle. Heureusement, ces attaques ont été rejetées lors de la session. Pardon, j'ai mis juin. En réalité, c'était septembre. C'était les jours derniers. Ces motions ont été rejetées. Et puis, ce qui est aussi assez inquiétant, c'est que le Conseil fédéral a repris une communication similaire, alors non pas pour appeler au rejet de la CEDH, à la dénonciation de la CEDH, mais pour appeler à ne pas mettre en œuvre l'arrêt. Ça, c'est une communication qui a été donnée en août 2024 et dont je vous ai copié un extrait ici. Le Conseil fédéral écrit, c'est le petit passage qui est surligné. Le Conseil fédéral estime que la Suisse satisfait aux exigences de l'arrêt. Non, c'est faux. C'est exactement ce que la Suisse prétendait durant toute la procédure à Strasbourg et la Cour a examiné les arguments de la Suisse et les a rejetés. Donc cet argument-là est tout simplement faux. C'est de la mauvaise foi intellectuelle de la part du Conseil fédéral. Ce qui aurait été correct, c'est de dire parmi les points qui ont fait l'objet d'une critique, il y a un point qui a été corrigé, c'est cette fameuse révision partielle de la loi sur le CO2 qui portait, pour la petite histoire, sur un petit trou de réglementation dans les valeurs de réduction des gaz à effet de serre entre 2025 et 2030, parce que la loi sur le CO2 actuelle allait jusqu'à 2024 et la future loi climat et innovation court de 2030 jusqu'à 2050, comme vous le savez peut-être. Et donc, il y avait en effet cette fenêtre où il n'y avait pas d'objectif de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est uniquement cette fenêtre-là que la nouvelle loi sur le CO2 révisée est venue combler. Encore, pour conclure, je ne sais pas pourquoi j'arrive subitement plus à passer, pardon. Voilà, j'ai dû avoir un couac avec... Vous avez toujours mon écran partagé, oui? Oui, merci. Oui, alors, pardon, et vous avez la diapositive avec les discussions à venir maintenant? oui, on la voit, elle n'est juste pas en plein écran.
Ouais, c'est ça, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû faire une fausse manipulation. Je termine donc en ouvrant quelques perspectives, parce qu'au fond, là, on a un peu disséqué les conséquences politiques à court terme de l'arrêt, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de se porter vers l'avenir. Alors, la première question, et vous constaterez ici qu'il y a plus de points d'interrogation que de réponses, hein, parce que les discussions vont se poursuivre, mais la première question ici, et non des moindres, c'est réellement la question de principe de savoir si la Suisse elle-même va annoncer des actions, c'est-à-dire des réformes, ou si elle va se cantonner à exposer pourquoi elle n'a rien besoin de faire. Parce que jusqu'à maintenant, et il faut quand même que ce soit dit, il n'y a pas eu une seule annonce de réforme ou de mesure corrective de la part de la Suisse. Aucune, zéro. Donc, évidemment que pour l'instant, on en est réduit à débattre de oui ou non, faut-il mettre en œuvre l'arrêt, ce qui est tout de même assez décevant, pour dire le moins, quand on repense à ce qui s'est passé tout au long de cette procédure et avec ce jugement historique, on peut quand même le dire, de la Cour. Donc, une fois cette question tranchée, eh bien, on verra, mais partons de l'hypothèse quand même qu'à un moment ou un autre, il y aura une volonté politique de prendre des mesures, d'adopter des réformes. Ça, on le saura probablement de façon en tout cas un peu plus précise lorsque ce fameux plan d'action que Véronique a déjà mentionné, lorsque ce plan d'action sera publié. Il doit l'être dans les 6 mois après l'arrêt de la Cour, donc d'ici au 9 octobre, donc c'est après-demain. Je n'ai pas d'informations pour savoir si ça sera effectivement publié le 9 octobre ou s'il y aura un délai complémentaire. On peut s'attendre en tous les cas à une communication du Conseil fédéral ces prochains jours. Ma grande crainte, c'est qu'on soit encore sur cette même ligne qui découle donc des déclarations que je vous ai citées et que j'ai rappelées tout à l'heure, à savoir que le Conseil fédéral estime n'avoir rien besoin de faire de plus et que par conséquent, il passe plus de temps à justifier son inaction qu'à expliquer comment il entend corriger les carences constatées. Partons toujours quand même pour réfléchir de l'hypothèse qu'il y aura un certain nombre d'actions ou de réformes. Alors la question qui se pose, c'est s'agit-il de mesures législatives? Faut-il passer par le Parlement? Est-ce que certaines mesures peuvent être prises par le biais réglementaire, donc par une modification d'une ordonnance? Par exemple, une des critiques de la Cour, c'est que la Suisse ne disposait pas d'un budget carbone pour estimer qu'est-ce qu'elle avait déjà mangé de sa part de gâteau à l'échelle mondiale et qu'est-ce qui lui restait à manger. Et qu'en réalité, elle se défendait en disant « Oui, mais on a des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre. » Oui, mais il y a une erreur de raisonnement, c'est que ces trajectoires de réduction des gaz à effet de serre ne sont justement pas fondées sur un calcul précis de budget carbone à l'échelle mondiale et rapporté à la Suisse avec les émissions historiques passées. Il faut introduire un budget carbone, peut-être que ça pourrait se faire par la révision d'une ordonnance où le Conseil fédéral pourrait se doter des instruments permettant de faire une réelle étude de budget carbone à l'échelle du pays avec les émissions historiques. Point d'interrogation. Le calendrier, gros point d'interrogation. Comme Véronique l'a dit, ce sont des processus qui sont très lents et très longs, d'autant plus dans ce genre de situation. On verra à quelle sauce on sera mangé. Et puis alors, un mot pour compléter la discussion sur les coupes annoncées de subventions dans les trains de nuit, par exemple, dans les transports publics. Ce qu'on constate maintenant à Berne, c'est que la mise en œuvre de la loi sur le climat et l'innovation votée pour mémoire en juin 2023, que cette mise en œuvre est en train d'être littéralement sabordée dans les services du département. C'est-à-dire que déjà la Cour avait critiqué une loi qui était encore insuffisante parce qu'on ne voyait pas concrètement quelle démarche de mise en œuvre allait être mise en place. C'était un des points de critique de la Cour. Très bien, vous avez une belle loi, on quittance l'existence de cette loi, mais on aimerait en savoir plus sur la mise en œuvre. Donc, non seulement il y avait des lacunes constatées par la Cour, mais en plus, ce qu'on constate maintenant, c'est qu'avec l'ambiance politique du moment, la mise en œuvre de la loi risque de devenir une espèce de coquille vide. Quoi que fasse le Conseil fédéral, il s'agira
de tenir compte de la jurisprudence de la Cour sur le droit de recours en matière climatique, qui est assez restrictif tout de même, hein, tel qu'il a été prévu par la Cour. Mais là aussi, le Conseil fédéral risque de n'engager aucune réforme au niveau suisse, si bien que le bilan risque d'être maigre à l'échelle suisse, ce qui ne doit pas nous faire oublier tout ce qui se fait et se fera déjà dans d'autres pays et qui nous fait garder un peu d'espoir suite à cet arrêt qui nous en a donné beaucoup et que le Conseil fédéral nous a en grande partie repris pour ce qui concerne la Suisse. Voilà, j'en ai terminé. Merci, j'ai un peu débordé également et je me réjouis de la discussion.